48 heures. C'est le délai posé publiquement par le chef de l'armée ougandaise pour qu'un opposant politique se rende ou meure. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une exagération militante, c'est une menace directe, publiée, assumée, puis effacée. 5-5, c'est trop tard, pendant que des soldats encerclent une maison familiale. Un candidat à la présidence fuit à l'intérieur de son propre pays, pas pour un crime, pas pour une fraude, pour avoir osé défier un pouvoir installé depuis 40 ans. À cet instant précis, Bobi Wine se cache, et ce simple fait dit déjà tout. Ce qui se joue ici n'est pas une crise soudaine, c'est l'aboutissement logique d'un système qui a appris à confondre État et famille, armée et héritage, pouvoir et droit de vie ou de mort. Le chef des forces armées, 5S, fils du président, 5S ne parle pas comme un officier, il parle comme un propriétaire, il insulte, il menace. Il revendique publiquement 22 morts en une semaine, puis promet de faire mieux. Quand la violence est comptabilisée, ce n'est plus de la colère. C'est une méthode. Ces messages ont été capturés avant d'être supprimés. L'ère numérique a une mémoire, et cette mémoire empêche désormais toute négation. Quand Bobi Wine parle depuis un lieu tenu secret, ce n'est pas la clandestinité qui frappe, c'est la normalisation de l'anormal, une maison assiégée, Internet coupé, réseau bloqué, une famille isolée, un candidat réduit au silence. Ce n'est pas une élection contestée, c'est une démonstration de force destinée à enseigner une leçon. De bien contester devient synonyme de disparaître. À partir du moment où menacer un opposant devient acceptable, gouverner par la peur devient banal, et quand la peur devient la règle, la démocratie n'est plus une option, il y a rien que qui tient seulement un souvenir. Ce récit n'appelle pas à l'émotion facile, il impose une question inconfortable. 2. Jusqu'où une société peut-elle accepter que la violence parle à la place du vote ? 3S, parce qu'une fois ce seuil franchi, revenir en arrière n'est jamais gratuit. Ce qui se passe ensuite n'est pas improvisé, ce n'est pas une dérive incontrôlée, c'est une séquence déjà répétée. Déjà testé, déjà intégré au fonctionnement du pouvoir. Quand Bobi Wine refuse de se rendre, il ne défie pas un homme, il expose un mécanisme, car un régime qui exige la reddition d'un candidat révèle une vérité simple, il ne cherche plus à gagner, il cherche à écraser. Les soldats qui encerclent la maison ne sont pas là pour protéger, ils sont là pour signifier, pour montrer à tous ce que coûte la désobéissance politique. Internet coupé, téléphone bloqué, communication sectionnée. Ce n'est pas une mesure de sécurité, c'est une stratégie d'isolement. Dans ce silence forcé, le pouvoir tente une autre manœuvre. Le récit. De fausses images apparaissent, des montages générés pour suggérer une fuite à l'étranger. L'objectif n'est pas de convaincre, il est de semer le doute, d'éroder la certitude, de fatiguer la solidarité, mais cette tentative révèle une faiblesse majeure. Si la force suffisait, le mensonge serait inutile. Bobi Wine affirme être toujours dans le pays, toujours entouré de dangers, toujours exposé. Ce choix n'est pas romantique, il est stratégique. Quitter le pays aurait offert une victoire symbolique au régime, rester et même traqué. Maintient le conflit à l'intérieur des frontières, 5 là où il dérange le plus. Pendant ce temps, le pouvoir répète son vocabulaire favori. Les opposants deviennent des terroristes, les manifestants deviennent des criminels, les morts deviennent des chiffres. Ce langage n'est pas accidentel, il prépare l'opinion à accepter l'inacceptable. Quand tuer est justifié par les mots, quand emprisonner devient une mesure préventive. La violence cesse d'être scandaleuse, elle devient administrative. Des centaines de personnes disparaissent, des milliers sont détenus. Les familles attendent sans réponse. Et pourtant, malgré les arrestations, malgré la terreur, quelque chose résiste. Les résultats électoraux locaux, les formulaires officiels conservés, les vidéos sauvegardées,
des preuves que le vote a parlé autrement que le pouvoir ne l'affirme. À partir de là, une ligne est franchie. 2. Quand la vérité circule malgré la peur perd son monopole d'un récit, et c'est précisément ce moment que le régime tente d'écraser et s'insait avant qu'il ne devienne irréversible. À ce stade, le conflit cesse d'être personnel, il devient structurel. Car ce que révèle cette séquence, ce n'est pas seulement la répression d'un homme, mais l'effondrement volontaire de toutes les limites qui retenaient encore le pouvoir. Une armée censée protéger la nation a choisi son camp, pas celui du territoire, pas celui du peuple, celui d'un nom. Quand des militaires font campagne, arrêtent des agents électoraux, enlève des responsables politiques, ce n'est plus une dérive sécuritaire, c'est la fusion totale entre pouvoir politique et forces armées. Les preuves existent. Formulaire de résultats, vidéos, témoignages concordants, elles racontent toute la même chose. 2. Là où les agents de l'opposition n'ont pas été arrêtés, les chiffres contredisent le récit officiel. L'élection n'a pas été disputée, elle a été confisquée. À partir de ce moment, la logique change, le régime ne cherche plus à convaincre, il cherche à empêcher toute répétition. Les enlèvements de femmes responsables politiques ne sont pas des excès, ils sont des signaux. La disparition de centaines d'agents électoraux n'est pas un chaos, c'est un nettoyage. Et quand des corps torturés sont abandonnés dans des broussailles, le message n'est pas seulement la mort, c'est l'humiliation posthume, c'est la dissuasion par la peur prolongée. Et lorsque l'Internet est coupé pendant ces opérations, il ne s'agit pas de sécurité nationale, il s'agit de contrôle narratif, car un crime sans témoin est un crime négociable. Un crime documenté devient un fardeau politique. Plus de 2000 personnes sont aujourd'hui en prison, non pour des actes violents, mais pour une idée de le droit de choisir. À partir de là, le régime franchit un point de non-retour quand l'emprisonnement massif devient la norme. La libération individuelle ne suffit plus à réparer. Bobi Wine le sait, c'est pourquoi il ne parle plus seulement de politique, il parle de liberté, pas comme un slogan, comme un objectif collectif. Participer à une élection truquée n'était pas une illusion, c'était une opération de révélation, un moyen de montrer au peuple ce qui était déjà verrouillé. Et cette révélation produit un effet dangereux pour toute dictature. 2. Elle unifie quand des citoyens comprennent ensemble que le système est capturé. La peur change de camp. À ce moment précis, la répression n'est plus une réponse, c'est un aveu. Et l'aveu le plus inquiétant est celui-ci. 2. Le pouvoir sait qu'il ne peut plus gagner sans violence. À partir de là, le régime n'agit plus pour gouverner, il agit pour survivre. Car lorsqu'un pouvoir comprend qu'il ne peut plus se reproduire par le vote, il commence à préparer l'après-vote. Non pas une transition, mais une neutralisation. Les arrestations massives ne visent pas seulement les militants, elles ciblent la mémoire, les organisateurs, les témoins, ceux qui savent comment une victoire réelle s'est dessinée. Quand plus de 2000 personnes sont détenues, ce n'est pas un excès sécuritaire, c'est une tentative de désarticulation sociale. Les chiffres cessent alors d'être des statistiques, ils deviennent des seuils. À partir d'un certain nombre de morts, la compassion s'érode. À partir d'un certain nombre de prisonniers, l'indignation se fatigue. Le régime parie sur l'usure morale, mais cette stratégie comporte un risque majeur. Elle transforme la peur individuelle en colère collective. Et ça, car quand trop de familles attendent des nouvelles, quand trop de mères cherchent des fils disparus, la souffrance cesse d'être privée, elle devient politique. C'est à ce moment que la qualification change. Les morts ne sont plus des victimes isolées, les arrestations ne sont plus des incidents, elles forment un système. Et quand un système tue, enferme et ment simultanément, il cesse d'être un gouvernement
il devient un appareil de coercition. Le régime tente alors une autre manœuvre, de la normalisation. Les opposants sont systématiquement appelés terroristes. Les manifestants sont décrits comme des menaces à l'ordre public. La violence est requalifiée en maintien de la paix. Ce langage n'est pas choisi au hasard. Il prépare psychologiquement la société à accepter ce qu'elle rejetait hier, quand traiter un opposant de criminel devient banal. Le tuer devient justifiable. Quand l'emprisonnement sans procès devient routinier, le droit devient optionnel. C'est ainsi que les dictatures durent, non par la force seule, mais par l'habitude. Pourtant, une faille persiste. Le régime peut contrôler les armes, il peut perturber les réseaux, il peut falsifier des récits, mais il ne peut pas effacer ce que des millions de citoyens ont vécu ensemble au Deust, le moment où ils ont compris qu'ils étaient majoritaires. Cette prise de conscience ne se disperse pas. Elle attend, et c'est précisément ce temps d'attente qui inquiète le pouvoir, parce qu'une population qui a identifié sa force ne revient jamais complètement en arrière. À ce stade, le silence n'est plus neutre, il devient un choix, et chaque choix porte désormais un coût. À ce stade, la question n'est plus de savoir si le régime est légitime. Cette question a déjà été tranchée par les faits. La véritable interrogation est ailleurs. Que devient une société quand l'illégitimité se prolonge sans résistance visible ? Trois aides, car l'histoire montre une constante implacable quand une injustice massive est tolérée. Elle cesse d'être perçue comme une anomalie, elle devient une règle tacite, et une règle tacite façonne les comportements bien plus efficacement que n'importe quelle loi. C'est ici que le pouvoir joue sa carte la plus dangereuse, le temps. Il ne cherche plus l'adhésion. Il cherche l'épuisement, épuiser l'attention internationale, épuiser la capacité d'indignation, épuiser la volonté de risque. Chaque jour où Bobi Wine reste caché, chaque jour où des prisonniers restent invisibles, chaque jour où aucune sanction réelle ne tombe, envoie un message silencieux de « le système peut continuer ». Mais ce calcul repose sur une hypothèse fragile, que la population accepte indéfiniment de vivre dans une contradiction permanente. Car vivre sous un régime qui parle de stabilité tout en semant la peur, qui parle d'ordre tout en organisant le chaos, qui parle de souveraineté tout en traitant son peuple comme un ennemi, crée une tension psychologique durable. Cette tension ne disparaît pas. Elle s'accumule. C'est pourquoi la répression n'est jamais une fin. C'est un report. Le pouvoir reporte l'affrontement réel. Il espère que le futur sera moins exigeant que le présent. Mais l'histoire politique enseigne l'inverse. Plus une crise est retardée, plus son coût augmente. Trois scénarios se dessinent alors. Un premier scénario, l'acceptation. Si la société intègre que menacer un opposant est normal, que voler une élection est banal, que tuer pour gouverner est une option, alors la violence devient structurelle. Elle ne s'arrête plus aux adversaires, elle finit toujours par toucher les silencieux. Deuxième scénario, le rejet frontal. Si la population transforme la peur en coordination, si l'indignation se mue en organisation, alors le rapport de force change, pas immédiatement, mais irréversiblement, car un pouvoir qui repose uniquement sur les armes perd dès que la légitimité collective se retire. Troisième scénario, le silence prolongé. C'est le plus insidieux. Rien n'explose, rien ne se résout. Le pays fonctionne au ralenti, sous tension permanente. Et cette lente asphyxie détruit plus sûrement qu'une crise ouverte. Bobi Wine, dans cette équation, n'est pas une solution, il est un révélateur. Ce que le régime tente d'éliminer, ce n'est pas un homme. C'est une idée dangereuse, celle que le pouvoir peut être repris sans permission. Et c'est précisément cette idée qui survit le mieux à la répression. Parce qu'une fois qu'une population a compris que le vote a été volé, que les institutions ont été capturées, que la violence est devenue un langage officiel, non, elle ne peut plus prétendre ne pas savoir. À partir de là, chaque citoyen est confronté à une décision intime, pas héroïque, pas spectaculaire, mais décisive à long terme.
s'adapter, y résister ou attendre que d'autres paient le prix à sa place. L'histoire, elle, ne pose jamais la question deux fois. À ce point précis, le pouvoir n'avance plus vers l'avenir, il s'y accroche, car gouverner sans légitimité impose une discipline constante de surveiller, intimider, corriger, punir jour après jour, sans pause. Ce type de régime ne s'effondre pas d'un coup, il se rigidifie, et toute rigidité excessive finit par se fissurer. L'encerclement de la maison, la coupure des communications, la traque permanente ne sont pas des solutions durables, ce sont des mesures de maintien artificiel. Elles immobilisent le présent, mais hypothèquent le futur, car chaque acte de coercition crée un précédent, et chaque précédent élargit la zone de ce qui devient possible. Quand un candidat peut être menacé de mort publiquement, alors un journaliste peut être réduit au silence. Quand un journaliste peut disparaître, alors un citoyen ordinaire devient vulnérable. La chaîne est logique. Elle ne saute aucun maillon, le régime le sait, c'est pourquoi il agit vite, brutalement et sans nuance. Il cherche à empêcher la cristallisation, mais une société ne se contrôle pas uniquement par la peur, elle se contrôle par la perception de l'inévitabilité, par l'idée qu'aucune alternative n'existe. C'est ici que la posture de Bobi Wine devient dérangeante pour le pouvoir, non pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il refuse de disparaître symboliquement, il ne s'exile pas, et il ne se rend pas, et il ne se tait pas complètement. Cette position crée une anomalie stratégique. Deux armes, un adversaire affaibli physiquement, mais intact politiquement. À partir de là, le régime est confronté à un dilemme. S'il frappe trop fort, il révèle sa nature. S'il frappe trop peu, il laisse le doute s'installer, et le doute est corrosif, car le doute pousse à poser des questions. Et les questions, dans un système verrouillé, sont plus dangereuses que les slogans. Combien de morts sont acceptables pour conserver le pouvoir? Il y a 3 S. Combien de prisons faut-il remplir pour gagner une élection? 3 S. Combien de mensonges faut-il produire pour masquer une vérité simple? 2. Le peuple a choisi autrement. 3. Ces questions ne disparaissent pas avec les arrestations. Elles circulent, elles se transmettent à voix basse, elles s'installent dans les conversations ordinaires. C'est ainsi que les régimes autoritaires commencent à perdre, pas par une explosion immédiate, mais par une lente érosion de la croyance. Quand les citoyens cessent de croire au récit officiel, le pouvoir doit compenser par toujours plus de force. Et plus la force augmente, plus l'aveu devient visible. À ce stade, le régime n'affronte plus une opposition organisée, il affronte une société qui a compris que quelque chose est irréversiblement brisé, et une fois cette compréhension installée, aucune armée ne peut la désapprendre. À ce stade, la lutte n'est plus concentrée dans les rues, ni même dans les urnes. Elle se déplace dans un espace plus difficile à contrôler, avec la conscience collective, car un régime peut surveiller des corps, il peut arrêter des leaders, il peut bloquer des réseaux, mais il ne peut pas patrouiller chaque pensée. Ce que cette crise a produit, c'est une rupture silencieuse. Une partie croissante de la population ne se demande plus qui gouverne, mais pourquoi elle obéit encore. Cette question est fatale pour tout pouvoir fondé sur la peur. Les dictatures survivent tant que la majorité croit que la soumission est rationnelle, qu'elle protège, qu'elle évite le pire. Mais lorsque l'évidence s'impose, il y a un que la peur n'épargne personne. Cette logique s'effondre. À partir de là, l'obéissance cesse d'être un réflexe, elle devient un calcul, et tout calcul peut être révisé. C'est ici que le nom de Bobi Wine commence paradoxalement à s'effacer, non parce qu'il est oublié, mais parce qu'il n'est plus nécessaire. Le régime voulait neutraliser un homme, il a contribué à former une génération politiquement éveillée. Les jeunes, les travailleurs, les familles touchées par les arrestations, ceux qui ont vu les vidéos, ceux qui ont rempli les formulaires, ceux qui savent, quand une société sait, elle change de rythme, elle peut sembler immobile, mais elle observe, elle mémorise,
Elle attend, et ce temps d'attente n'est pas passif, il est stratégique, car toute structure autoritaire repose sur une illusion centrale. Est celle de l'éternité. 40 ans au pouvoir donnent l'impression que rien ne peut changer, mais l'histoire africaine, 5 non mais 5 ans, et mondiale, 5 est formelle. Aucun régime ne survit à la perte totale de crédibilité, pas immédiatement, mais inexorablement. Chaque arrestation supplémentaire élargit le cercle des affectés, on dirait chaque mensonge officiel réduit le cercle des croyants, chaque menace publique révèle une peur privée. Le pouvoir se retrouve alors face à sa propre contradiction. Il est armé, mais fragile. Il est visible, mais isolé. Il est fort, mais sans futur clair. La question n'est donc plus si le changement viendra, mais comment et à quel coût, car refuser d'écouter aujourd'hui, c'est garantir une confrontation plus brutale demain, et ceux qui gouvernent par la force finissent toujours par découvrir une vérité simple. La peur est un outil puissant, mais c'est un mauvais fondement pour durer. Il ne reste alors qu'une question, pas pour le régime, pour tous les autres. Quand une société sait, quand les preuves existent, quand la violence est documentée, le silence cesse d'être neutre, il devient une position. Ce qui se joue en Ouganda dépasse un nom, un visage, une maison encerclée. C'est un test de tolérance collective à l'injustice assumée. Aujourd'hui, un opposant est traqué. Demain, ce sera un journaliste, puis un syndicaliste, puis un citoyen ordinaire qui aura parlé trop fort. C'est ainsi que l'autoritarisme avance, non par surprise, mais par habituation. Quand, menacé de mort, un candidat devient une affaire interne, quand des milliers de prisonniers politiques deviennent un détail, quand une élection volée devient une stabilité préservée, alors le seuil est franchi, et une fois franchi, il ne protège plus personne. Le pouvoir peut continuer à serrer le poing, il peut multiplier les arrestations, il peut verrouiller encore davantage, mais il ne peut plus revenir à l'innocence d'avant, il ne peut plus prétendre gouverner avec le consentement. L'histoire retiendra une chose essentielle, ce moment précis où tout était visible, où chacun savait, où chacun a choisi. Certains auront parlé, d'autres auront partagé, beaucoup auront observé en silence, et ce sont ces choix-là, cinq discrets, individuels, cumulés, 5 qui détermineront la forme du futur, car la liberté ne tombe jamais du ciel, elle se construit lentement, à partir de décisions inconfortables. Refuser de voir est une décision, accepter l'inacceptable en est une autre, et questionner, même sans garantie immédiate, en est une troisième. Ce récit ne demande pas de héros, il exige de la lucidité, parce que le vrai pouvoir d'un peuple ne réside pas seulement dans les urnes, mais dans le moment où il cesse de croire aux mensonges qui l'enferment. L'Ouganda n'est pas une exception, il est un avertissement, et les avertissements ignorés finissent toujours par devenir des réalités partagées. La question finale n'est donc pas politique, et elle est humaine. Elle dit, quand tout cela sera terminé, de quel côté de l'histoire chacun pourra-t-il dire qu'il se tenait? 3 Z, ou de dire avec ça.